Une petite fille est morte de faim dans un sous-sol alors que la police était passée 5 fois devant la porte qui pouvait la sauver. Toute une nation a compris ça trop tard, déjà en train de marcher en blanc dans les rues de Bruxelles. Cette histoire n'est pas un documentaire, mais elle est inspirée d'un réel cauchemar que la Belgique ne pourra jamais oublier. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Cela contribuera à faire comprendre que de tels sujets ne pas ignorer. C'est parti. La première fois que la police est venue chez lui, Claire était déjà sûre que sa fille était là. Sa petite Zoé, 8 ans, disparue un samedi après-midi sur la place du village à 100 mètres de la maison avec les volets toujours mi-clos. « Madame, on fait tout ce qu'on peut », avait dit le gendarme en lui tendant un gobelet de café tiède. « Non », avait-elle répondu, la voix cassée, « vous pouvez entrer là-bas, chez lui, fouiller sa maison, fouiller tout ». La maison, on la voyait depuis la fenêtre de la cuisine de Claire. Un pavillon banal, façade crépie, petit jardin envahi par les herbes, un vieux combi Volkswagen rouillé devant le garage. L'homme qui y vivait disait bonjour à tout le monde, réparait des voitures au noir, donnait parfois des bonbons aux enfants. Ce samedi-là, Zoé avait demandé une glace. « Tu peux aller jusqu'au kiosque, mais tu reviens directement », lui avait dit Claire, déjà en train de surveiller la casserole de spaghettis. La fillette avait enfilé son caouet jaune, pris quelques pièces sur la table et claqué la porte. 5 minutes, s'était dit Claire, 10 au maximum. Au bout de 20 minutes, elle était sortie sur le trottoir, le cœur un peu trop rapide. La place était presque vide, le kiosque fermé à cause de la pluie qui menaçait. Aucun caouet jaune, aucun rire d'enfant. « Vous ne l'avez pas vue, ma fille? Caouet jaune, cheveux bruns, elle devait acheter une glace » a-t-elle demandé au patron du café. Il avait haussé les épaules. « Non, pas aujourd'hui. Peut-être qu'elle est chez une copine. » 1 heure plus tard, Claire était au poste. On lui a dit d'attendre, de ne pas paniquer, qu'un enfant peut se cacher, se perdre, rester chez un ami. Mais elle connaissait sa fille. Zoé avait peur du noir, peur de la cave, peur de se perdre au supermarché. Elle ne disparaissait pas sans prévenir. Dans la soirée, les premières patrouilles se sont mises à tourner dans le village. Les gendarmes allaient de porte en porte, montraient la photo de Zoé, posaient les mêmes questions. Quand ils sont arrivés devant la maison au bout de la rue, l'homme les a fait entrer. « Bien sûr, messieurs, regardez, faites votre travail. » Ils ont traversé le salon en désordre, vu l'évier plein de vaisselle, la télé allumée sans le son. « Vous vivez seul ?»« Avec ma femme, mais elle n'est pas là. Les enfants, non, j'en ai pas. » Ils ont jeté un coup d'œil dans le garage, poussé la porte de la cuisine, regardé par la fenêtre du jardin. Puis l'un d'eux a posé la main sur une petite porte au fond du couloir. Ça, c'est quoi? L'homme a souri, un peu nerveusement. Juste un débarras, c'est le bazar là-dedans, franchement, il faut que je range. Le gendarme a tourné la poignée. La porte a résisté, fermée de l'intérieur. Vous pouvez ouvrir? Ah, j'ai dû laisser la clé chez mon beau-père. Il est venu m'aider à faire des travaux et, enfin, vous voyez. Il parlait vite en mélangeant les excuses. Le gendarme a hésité 1 seconde, puis a laissé retomber sa main. C'est bon, on ne va pas tout démonter ce soir. Si on a besoin, on reviendra avec un mandat. Dans la nuit, de l'autre côté de cette porte, 2 petites filles étaient réveillées. Zoé ne pleurait plus. Elle n'avait plus de larmes, seulement une soif qui brûlait sa gorge. « Tu as entendu ?» chuchota l'autre, sa voix à peine audible. « Ils sont là, au-dessus, la police !» Zoé s'était levée et avait collé son oreille au plafond bas du sous-sol qui sentait le béton humide et le plastique. On entendait des pas, des voix étouffées, un rire forcé. Puis la porte d'entrée s'est refermée et le silence est retombé, lourd comme un couvercle. « Ils vont revenir », avait soufflé Zoé, plus pour se convaincre elle-même que pour rassurer sa compagne de cellule. « Ils vont forcément revenir ». Mais personne n'est revenu cette nuit-là. Le lendemain matin, Claire a vu la voiture de la gendarmerie quitter le village. Sur le siège arrière, la photo de Zoé reposait dans un dossier. Pour eux, ce n'était encore qu'une disparition inquiétante parmi d'autres. « Ils sont entrés chez lui ?» demanda Claire à un voisin qui avait tout observé derrière ses rideaux. « Oui, ils ont regardé un peu. S'ils n'ont rien trouvé, c'est qu'il n'y a rien, non ?» Elle a secoué la tête, les yeux rougis.
Je sais qu'elle est ici, je le sens, dans cette rue, dans cette maison. » Le voisin a baissé les yeux, parce qu'il savait, lui aussi, que l'homme au combi rouillé lui faisait peur depuis longtemps, sans qu'il puisse l'expliquer. Parce que tout le village murmurait des choses, mais que personne n'avait jamais voulu dire les mots à voix haute. Au fond du sous-sol, Zoé comptait les secondes entre les bruits de pas au-dessus de sa tête. Elle comptait pour ne pas penser à la faim, pour ne pas sentir la peur qui gonflait dans sa poitrine. Quand elle arrivait à 100, elle recommençait à 1. Elle ne savait pas encore que la police reviendrait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, et que 5 fois, la porte du sous-sol resterait fermée. Il s'appelait Marc, et tout le monde dans le village le connaissait. Pas comme un ami, non, plutôt comme ce type qu'on croise au carrefour du coin, qui fait un signe de tête devant la boulangerie, qui répare votre pot d'échappement pour 50 balles si vous lui demandez gentiment. Marc? Ah oui, le mécano. Un peu bizarre, mais sympa, disaient les gens quand on leur posait la question après coup. Sauf que personne n'avait jamais posé la question avant. Ce matin-là, après le départ des gendarmes, Marc s'est assis dans sa cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse de café froid. Sa femme, Michel, est entrée avec un sac de courses, l'air fatigué. Qu'est-ce qu'il voulait encore? Une gamine a disparu, ils font le tour du quartier. Elle a posé le pain sur la table, évitant son regard. Et alors, ils t'ont posé des questions? Ouais, j'ai dit que je savais rien. Ils ont regardé le garage, le salon, ils sont partis. Michel a hoché la tête, mais ses doigts serraient trop fort l'anse de son sac. Elle savait. Pas tout, mais assez pour ne plus dormir depuis des mois. Les bruits la nuit, les allers-retours dans le couloir quand elle faisait semblant de dormir, la porte du sous-sol qu'il fermait toujours à clé, même quand il allait juste chercher des outils. « Marc, tu devrais peut-être… » Quoi? Il avait levé les yeux et son regard est devenu dur, métallique. Elle s'est tue, parce qu'elle avait déjà essayé, une fois, de dire quelque chose, et qu'il l'avait attrapée par le bras si fort qu'elle avait eu un bleu pendant 2 semaines. Rien, laisse tomber. Marc s'est levé, a descendu les 3 marches qui menaient à la petite porte du couloir. Il a tourné la clé dans la serrure, lentement, comme on ouvre un coffre-fort. En bas, Zoé a entendu le verrou claquer. Elle s'est redressée, le cœur battant si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Il arrive », a murmuré l'autre fille, recroquevillée dans un coin. Marc est descendu les escaliers raides, une bouteille d'eau dans une main, 2 morceaux de pain dans l'autre. Il les a posés par terre, sans un mot, sans un regard vers elle. « Monsieur… » La voix de Zoé était cassée, trop faible. « S'il vous plaît, je veux rentrer chez moi. Ma maman, elle me cherche. » Il n'a pas répondu. Il a juste fixé le mur en béton, comme si elle n'existait pas. « Monsieur, s'il vous plaît !» Il s'est retourné d'un coup, et son visage était celui d'un homme fatigué, presque triste. « Tais-toi. Si tu cries, je ne reviens plus. Compris ?» Zoé a hoché la tête, les larmes coulant en silence. Il est remonté, a refermé la porte, tourné la clé 2 fois. Puis il est sorti dans le jardin, a allumé une cigarette, regardé le ciel gris de l'après-midi. Un voisin passait avec son chien. « Salut Marc, ça va ?»« Ouais, ça va. Et toi ? Tranquille. T'as entendu pour la petite qui a disparu ? » ?»« Ouais, terrible. J'espère qu'ils vont la retrouver vite. » Le voisin a soupiré, tiré sur la laisse de son chien. « On n'est plus en sécurité nulle part, hein ?» Marc a écrasé sa cigarette sous sa semelle, c'est clair. Ce que personne ne savait, c'est que Marc avait déjà été condamné. En 1985, pour enlèvement et viol d'une adolescente, 4 ans de prison. Libéré en 1989 pour bonne conduite. Le juge avait écrit dans son rapport « Sujet présentant un bon potentiel de réinsertion ». Le psychiatre avait ajouté « Pas de risque de récidive si encadrement adapté ». Mais personne n'avait encadré Marc. On lui avait juste dit de pointer au commissariat 1 fois par mois, de ne pas approcher les écoles. Il avait respecté les règles. Il pointait, il ne traînait pas près des écoles.
Il faisait juste descendre les enfants dans son sous-sol quand personne ne regardait. Le soir même, un deuxième appel est arrivé à la gendarmerie. Une dame du village, Madame Renard, vieille institutrice à la retraite. « Oui, allô, c'est pour signaler quelque chose. Je ne veux pas accuser quelqu'un à tort, mais l'homme qui habite rue des Peupliers, Marc, il me met mal à l'aise depuis longtemps. Et avec cette histoire de petite fille. Madame, on a déjà vérifié son domicile hier. Il n'y avait rien de suspect. Mais vous êtes sûre, parce qu'il avait déjà eu des problèmes avant, avec la justice. Tout le monde le sait ici. » Le gendarme a noté, promis de transmettre l'information. Puis il a raccroché et a rangé la fiche dans un dossier déjà épais. 3 jours plus tard, ils sont revenus chez Marc. Deuxième visite. Cette fois, c'était un autre officier, plus jeune, plus méticuleux. Il a inspecté le garage centimètre par centimètre, ouvert les placards de la cuisine, fouillé le coffre du combi. « Monsieur, cette porte-là, elle donne où ?» Marc a souri, patient. « C'est juste un vieux sous-sol, vous voulez voir ? Attendez, je cherche la clé. » Il a fait semblant de fouiller dans un tiroir, puis dans un autre. « Merde, je l'ai peut-être laissé au boulot. Écoutez, si vous voulez revenir demain. » Le gendarme a hésité. Il avait déjà passé 1 heure ici. Il devait encore vérifier 2 autres adresses avant la fin de la journée. « C'est bon, on reviendra si nécessaire, mais gardez-vous disponible, hein ? Pas de souci, je suis toujours là. » Quand la porte s'est refermée, Marc s'est appuyé contre le mur, les yeux fermés, la respiration lourde. Michel le regardait depuis la cuisine, le visage blanc. « Ils vont finir par comprendre », a-t-elle murmuré. « Ferme-la. » « Marc, je t'en supplie, laisse-les partir, laisse-les rentrer chez elles, on peut encore. » Il s'est avancé vers elle et elle a reculé jusqu'à toucher le réfrigérateur. « Tu n'as rien vu, tu ne sais rien. Si tu ouvres ta gueule, c'est toi qu'on enfermera, pour complicité, tu comprends ça ?» Elle a baissé les yeux, les mains tremblantes. « Oui, bien, maintenant monte te coucher, j'ai des choses à faire. » Dans le sous-sol, Zoé avait arrêté de compter. Elle fixait le plafond, les yeux grands ouverts dans le noir, en essayant de se souvenir du visage de sa mère. Mais les contours devenaient flous, les couleurs s'effaçaient. Tout ce qu'il restait, c'était le froid du béton sous son dos et le bruit des pas au-dessus de sa tête. La 3e fois, c'était à cause d'une lettre anonyme. Vérifiez le sous-sol de Marc D, rue des Peupliers, il cache quelque chose. Pas de signature, juste ces 2 lignes griffonnées au stylo bleu sur une feuille arrachée d'un cahier. Le brigadier Lemoine a lu la lettre, l'a relue, puis la posa sur son bureau avec un soupir. Encore lui, on y est déjà allé 2 fois. Et alors, a demandé son collègue Dutoit en avalant une gorgée de café. On y retourne, c'est la procédure. Ouais, mais à chaque fois on trouve rien. Le gars coopère, il ouvre tout, il répond à toutes les questions. À un moment, faut arrêter de harceler les gens sur des rumeurs. Dutoit a haussé les épaules. T'as raison. Mais bon, si on ne va pas et qu'il se passe un truc, on aura l'air de quoi? Ils y sont allés le lendemain matin. 3e visite. Marc les a accueillis avec un sourire fatigué. Encore vous? Sérieusement? Vous croyez que j'ai caché une gamine ici? On fait juste notre travail, monsieur, vous comprenez? Ouais, je comprends. Allez-y, fouillez, comme d'habitude. Ils ont refait le tour du garage, du salon, de la cuisine. Le moine s'est arrêté devant la petite porte du couloir. Et là, Marc a soupiré, presque théâtralement. C'est un sous-sol, je vous l'ai déjà dit. Mais si vous voulez vraiment voir, il s'assortit un trousseau de clés de sa poche, chercha parmi une dizaine d'exemplaires, puis a secoué la tête. Merde, c'est pas la bonne. Attendez, je vais vérifier dans le garage. Il est sorti et revenu 5 minutes plus tard. Désolé, je la trouve pas. Ma femme a dû ranger quelque part. Vous voulez que je défonce la porte? Le moine a échangé un regard avec Dutoit. Défoncer une porte pour fouiller un sous-sol sur la base d'une lettre anonyme, ça voulait dire paperasse, justification auprès du proc, peut-être une plainte pour dégradation si on ne trouvait rien. Non, laissez tomber. Mais retrouvez cette clé, hein, on repassera peut-être. Marc a hoché la tête, l'air soulagé. Pas de problème, désolé pour le dérangement. Quand ils sont remontés dans leur voiture, Dutoit a allumé une cigarette, songeur. Tu trouves pas ça louche, toi? 3 fois qu'on vient, 3 fois qu'il a pas la clé du sous-sol? Peut-être, ou alors c'est juste un type bordélique. Tu connais des gens qui savent où sont toutes leurs clés?
Du toit soufflait la fumée par la fenêtre. Ouais, t'as raison. Allez, on passe à la suite. Sous leurs pieds, à moins de 5 mètres, Zoé n'avait plus la force de crier. Elle avait crié les 3 premiers jours, hurlé jusqu'à s'en déchirer la gorge, tapé contre les murs jusqu'à se casser les ongles. Maintenant, elle restait allongée sur le matelas humide, la tête vide, le corps engourdi. L'autre fille, celle qui était là depuis plus longtemps, ne bougeait presque plus. « Tu crois qu'ils vont revenir ?» avait murmuré Zoé, la voix rauque. Pas de réponse. « Hé, tu m'entends ?» L'autre fille a tourné lentement la tête. Ses yeux étaient enfoncés, ses lèvres gercées. « Ils ne nous cherchent pas, ils ne savent même pas qu'on existe. » Zoé a secoué la tête, refusant d'y croire. « Non, ma maman me cherche, elle sait que je suis quelque part, elle va. » Ma mère aussi me cherchait. Ça fait 6 mois. Le silence est retombé, épais comme la nuit du sous-sol. La 4e visite a eu lieu 2 semaines plus tard. Cette fois, c'était à cause de l'odeur. Madame Picard, la voisine de droite, avait appelé la mairie. Il y a une odeur bizarre qui vient de chez Marc, comme, je sais pas, comme quelque chose de pourri, ça devient insupportable. La mairie a transmis à la gendarmerie, qui a transmis à Lemoine. Encore lui. Putain, mais c'est une blague. Il a froissé le papier et l'a jeté dans la corbeille. Puis il l'a récupéré, l'a défroissé et a pris ses clés de voiture. 4e visite. Marc était dans son jardin en train de brûler des vieux cartons dans un bidon rouillé. « Salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous cette fois ?»« On a eu un signalement pour une odeur suspecte. Ça vient de chez vous ?» Marc a ri, sincèrement étonné. « Une odeur? Ah, ça doit être ça !» Il a montré le bidon. « Je brûle des vieux trucs, ça pue un peu, c'est vrai. Désolé. » Le moine a reniflé l'air. Effectivement, ça sentait le brûlé, le plastique fondu, rien d'alarmant. Bon, faites attention quand même, les voisins se plaignent. Compris, je vais arrêter. Le moine est remonté dans sa voiture, a noté sur son rapport « Vérification effectuée, RAS, odeur due à des déchets brûlés dans le jardin ». Il n'a pas demandé à entrer, il n'a pas vérifié le sous-sol. Il en avait marre de tourner autour de cette maison pour rien. Mais l'odeur ne venait pas du jardin, elle venait d'en bas, là où l'autre fille ne bougeait plus depuis 3 jours. Zoé était recroquevillée dans le coin opposé, les genoux contre la poitrine, les yeux fixés sur le corps immobile. Elle ne pleurait plus, elle attendait juste son tour. La 5e fois, c'était presque par habitude. Un nouveau gendarme, fraîchement arrivé au poste, avait demandé pourquoi le nom de Marc revenait si souvent dans les rapports. On ne devrait pas vérifier plus sérieusement? Le moine avait levé les yeux de son sandwich. « Écoute, gamin, on y est allé 4 fois. 4, on a tout vérifié. Si tu veux perdre ton temps, vas-y, mais moi j'ai d'autres dossiers. » Le jeune gendarme, Moreau, y est allé quand même. 5e visite. Marc a ouvert la porte, l'air moins patient cette fois. « Sérieusement, vous allez venir tous les jours maintenant ?»« Désolé, monsieur, c'est juste une vérification de routine. »« Routine, ouais, entrez si ça vous fait plaisir. » Moreau a inspecté rapidement, conscient qu'il dérangeait. Il est passé devant la petite porte du couloir, a posé la main sur la poignée. « Ça, c'est quoi ?»« Le sous-sol, comme je l'ai dit aux 4 autres qui sont venus avant vous. »« Je peux voir ?» Marc a croisé les bras, agacé. « Vous avez un mandat ?» Moreau a hésité. « Non, mais… » Alors non. J'en ai marre qu'on me traite comme un criminel. Si vous voulez fouiller mon sous-sol, revenez avec un papier officiel. En attendant, sortez de chez moi. Moreau est parti, vexé, frustré. Il a fait son rapport. Accès au sous-sol refusé sans mandat recommande une perquisition complète. Mais le procureur a classé la demande. Pas assez d'éléments. Pas de mandat. 5 visites, 5 occasions, 5 portes qui ne se sont jamais ouvertes. Et en bas, dans le noir, Zoé a fermé les yeux pour la dernière fois. Marc est parti 4 jours, pas pour fuir, non, juste un boulot à Anvers, une réparation sur un gros camion, bien payé, impossible de refuser.
« Je reviens mercredi », avait-il dit à Michel en jetant son sac dans le combi. Elle n'avait rien répondu. Elle était debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, le regard fuyant. « Tu m'écoutes ?»« Oui, mercredi. » Il avait hésité, la main sur la portière, puis il avait ajouté, à voix basse, presque un murmure, « Ne descends pas, pour rien, tu comprends ?» Elle avait hoché la tête, les lèvres serrées. Il était parti. Le bruit du moteur s'était éloigné dans la rue, puis plus rien. Michel était resté immobile un long moment, les yeux fixés sur la petite porte du couloir. 4 jours sans eau, sans nourriture, sans lumière. Elle le savait. Elle savait ce qui se passait en bas. Elle savait depuis le début, ou presque. Les cris, la nuit, les bruits de chaînes, les sanglots étouffés. Mais elle n'avait jamais ouvert cette porte, jamais. Parce qu'ouvrir, c'était devenir complice. Ouvrir, c'était regarder l'horreur en face. Ouvrir, c'était admettre qu'elle vivait avec un monstre et qu'elle n'avait rien fait. Le premier jour, elle a essayé de ne pas y penser. Elle a fait le ménage, préparé à manger, regardé la télé. Le deuxième jour, elle a entendu un bruit, un coup faible venant d'en bas, puis un autre, puis plus rien. Elle s'est levée du canapé, s'est approchée de la porte, a posé la main sur le bois froid. De l'autre côté, Zoé frappait, avec ce qui lui restait de force. Elle n'avait plus de voix, juste ses poings, ses paumes, contre le béton, contre le bois, contre l'indifférence. Michel a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Elle est remontée dans sa chambre, a fermé la porte à clé, s'est couchée en position fétale, les mains sur les oreilles. Le 3e jour, elle n'a plus rien entendu. Le 4e jour, Marc est rentré. Il a ouvert la porte d'entrée, posé son sac, retiré ses chaussures. « Ça va ?» Michel a hoché la tête, les yeux rouges, les traits tirés. Il a traversé le salon, descendu les 3 marches, ouvert la porte du sous-sol. Elle a entendu ses pas dans l'escalier, puis un juron étouffé, puis un long silence. Quand il est remonté, son visage était blanc. « Qu'est-ce que… » Michel n'a pas fini sa phrase. « Ferme-la, ne pose pas de questions. » Cette nuit-là, il a descendu 2 grands sacs poubelles noirs dans le jardin. Il a creusé un trou au fond, près de la haie, à la lueur d'une lampe torche. Michel regardait par la fenêtre de la cuisine, les mains cramponnées au rebord de l'évier. Quand il est remonté, couvert de terre, il a pris une douche sans dire un mot. Puis il s'est couché et s'est endormi. Le lendemain matin, Madame Picard, la voisine, a de nouveau téléphoné à la gendarmerie. « C'est encore moi, l'odeur est revenue. Et cette nuit, j'ai entendu du bruit dans le jardin de Marc, comme s'il creusait. À 2 heures du matin, c'est pas normal. » Le standardiste annotait, poliment, machinalement. « On transmet votre signalement, madame. Vous allez faire quelque chose cette fois ? » « On fait toujours quelque chose, madame. Merci de votre appel. » Il a raccroché, classé la fiche dans un dossier marqué « non prioritaire ». Parce que Marc avait déjà été vérifié 5 fois. Parce que madame Picard appelait toutes les semaines pour se plaindre. Parce que les gendarmes étaient débordés, fatigués et qu'ils avaient d'autres urgences. Zoé était morte depuis 4 jours. Personne ne le savait. Personne ne le saurait pendant encore des mois. Dans le sous-sol, il ne restait plus qu'une fille. Celle qui était là depuis le début. Celle qui avait vu Zoé arriver, puis s'éteindre, puis disparaître. Elle ne parlait plus. Elle ne pleurait plus. Elle attendait, juste que ça s'arrête. Marc descendait 1 fois par jour maintenant. Il posait une bouteille d'eau, un morceau de pain, sans la regarder. Un soir, elle a trouvé la force de parler. « Pourquoi ?» Il s'est arrêté sur la première marche de l'escalier, la main sur la rampe. « Pourquoi vous faites ça ?» Il n'a pas répondu. Il a juste éteint la lumière et refermé la porte. En haut, Michel pleurait dans la salle de bain, le visage dans une serviette pour étouffer le bruit. Elle avait décidé. Demain, elle irait à la gendarmerie. Demain, elle dirait tout.
Mais demain, elle se réveillerait avec un bleu sur la joue, et Marc lui dirait très calmement en buvant son café « Si tu parles, je te tue. » Et je dirais que c'était toi, que tu les as enfermés, que je ne savais rien. Qui on croira, à ton avis? Et elle ne parlerait pas, parce qu'elle avait trop peur, parce qu'elle était trop lâche, parce qu'elle aussi, à sa manière, avait tué ses enfants en ne faisant rien. Dans le village, les affiches de Zoé commençaient à se décoller des murs. La pluie avait effacé les traits de son visage. On ne voyait plus que son caouet jaune, flou, fantomatique. Claire venait tous les jours devant la maison de Marc. Elle restait là, debout sur le trottoir, à regarder les fenêtres fermées. « Madame, il faut rentrer chez vous », lui disait parfois un gendarme de passage. « Elle est là, je le sais, elle est là. » « On a vérifié, madame, plusieurs fois. Alors vérifiez encore. » Mais il ne vérifiait plus, parce qu'au bout d'un moment, même les mères qui hurlent finissent par devenir du bruit de fond. Marc a été arrêté un mardi, pas pour les enfants, pour une voiture volée. Un client avait déposé une Peugeot 305 chez lui pour une révision et Marc ne l'avait jamais rendue. Il l'avait revendue à un ferrailleur à la frontière, empoché l'argent et dit au client que la voiture avait été volée pendant la nuit. Le client avait porté plainte, l'assurance avait enquêté. Les gendarmes étaient venus avec un mandat d'arrêt. « Monsieur, vous allez nous suivre. » Marc avait souri, presque soulagé. « Pour une bagnole, sérieusement ? Recel de véhicules volés, vous avez le droit de garder le silence. » Ils l'ont menotté, embarqué dans la voiture de patrouille. Michel regardait depuis le seuil, le visage figé. « Madame, on va devoir fouiller la maison », a dit l'un des gendarmes. Elle a hoché la tête, s'est écartée. Ils sont entrés. Cette fois, ils avaient un mandat. Cette fois, ils avaient le droit de tout ouvrir. Le moine a traversé le salon, inspecté le garage, ouvert les placards, puis il est arrivé devant la petite porte du couloir. Il a tourné la poignée, fermée. « Madame, vous avez la clé de cette porte ?» Michel a secoué la tête, les lèvres tremblantes. « Non, mon mari, il la garde toujours sur lui. » Le moine a sorti son téléphone, appelé le poste. « Fouille le suspect, trouvez-moi une clé, une petite clé, genre cadenas ou porte intérieure. » 10 minutes plus tard, ils ont rappelé. On a trouvé ça dans sa poche, un trousseau avec une clé marquée « cave ». Apportez-la, maintenant. 1 heure plus tard, le moine était de retour, la clé dans la main. Il l'a glissée dans la serrure. Elle a tourné sans résistance. La porte s'est ouverte. Une odeur insoutenable a frappé tout le monde en même temps. L'un des gendarmes a reculé, la main sur la bouche, et a vomi dans le couloir. Le moine a allumé sa lampe torche, descendu les premières marches. Putain de merde! Dans le faisceau de lumière, il a vu le matelas crasseux, les chaînes fixées au mur, les bouteilles vides, les restes de nourriture moisie. Et au fond, recroquevillée contre le mur, une petite fille, vivante. Elle a levé les yeux vers la lumière, comme un animal blessé, les pupilles dilatées, le visage sale, les cheveux emmêlés. Le moine a descendu l'escalier en courant, s'est agenouillé devant elle. « Ça va aller, on est là, tu es sauvée. » Elle n'a pas répondu. Elle fixait juste la lumière, comme si elle ne comprenait plus ce que c'était. Ils l'ont remontée, enveloppée dans une couverture, portée jusqu'à l'ambulance. Michel était assise sur le perron, la tête dans les mains, les épaules secouées de sanglots. « Vous saviez » a demandé le moine, la voix froide. Elle n'a pas répondu. « Vous saviez, bordel !» Elle a hoché la tête, lentement, les larmes coulant entre ses doigts. Ils l'ont arrêtée aussi. Le lendemain, les équipes de la police scientifique ont fouillé le jardin. Ils ont trouvé les sacs, 2 corps, 2 petites filles. L'une d'elles portait un caouet jaune. Claire a été prévenue par un gendarme, celui-là même qui lui avait dit, des mois plus tôt, qu'on avait tout vérifié. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste assise par terre, dans l'entrée de sa maison, et elle a cessé de respirer pendant quelques secondes. Puis, elle a inspiré, longuement, douloureusement, comme on revient à la vie après une noyade. « Où ? » ?»« Rue des Peupliers, chez Marc. »« Vous étiez allé chez lui ?» Le gendarme a baissé les yeux. « Oui. » « Combien de fois ? » « 5 fois. »
Elle a ri, un rire cassé, hystérique, qui ressemblait à un cri. 5 fois, vous étiez là 5 fois et vous ne l'avez pas trouvé. Il n'a rien dit, parce qu'il n'y avait rien à dire. La nouvelle s'est répandue comme un incendie, pas seulement dans le village, mais dans toute la Belgique. Les journaux ont titré « Horreur en Wallonie, enfants séquestrés pendant des mois sous les tiers de la police ». Les télés ont montré la maison, la petite porte, le sous-sol éclairé par les projecteurs. Le pays entier a compris. On avait laissé mourir des enfants parce qu'on n'avait pas ouvert une porte. Le ministre de l'Intérieur a démissionné. Le chef de la gendarmerie a été relevé de ses fonctions. 3 officiers ont été suspendus. Mais ça ne changeait rien. Zoé était morte, l'autre fillette aussi, et celle qui avait survécu ne parlerait plus jamais. 20 octobre 1996, 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles. 300 000, des parents avec des poussettes, des vieux qui marchaient à peine, des adolescents en silence, des flics en civil, des juges, des profs, des ouvriers, des ministres, tous en blanc. Chemise blanche, robe blanche, ballon blanc, rose blanche. Ils ne criaient pas, ils ne scandaient rien, ils marchaient, juste marchaient, comme une rivière silencieuse qui traversait la capitale. Claire était là, au milieu de la foule. Elle tenait dans ses mains une photo de Zoé, encadrée, avec une bougie blanche collée sur le cadre. Autour d'elle, des centaines d'autres parents portaient des photos, des noms, des visages d'enfants disparus, assassinés, oubliés. Personne ne lui parlait, personne osait. On respectait son silence, sa douleur, comme on respecte les morts. À côté d'elle marchait Madame Picard, la voisine qui avait appelé 6 fois la gendarmerie. Elle pleurait sans bruit, les yeux rouges, le visage ravagé. J'aurais dû insister, j'aurais dû crier plus fort. Claire a tourné la tête vers elle, lentement. On aurait tous dû. Plus loin dans la foule, le moine marchait aussi. Il avait démissionné une semaine après l'arrestation, pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'il ne pouvait plus se regarder dans un miroir. 5 fois, 5 putains de fois, et il n'avait rien vu. Il avait été à 1 mètre de la porte, à 1 mètre de Zoé, et il était reparti parce qu'il n'avait pas le bon papier, pas le bon mandat, pas le bon ordre. Il marchait maintenant, les mains dans les poches, les épaules voûtées, comme un homme qui porte un cercueil invisible. Quelqu'un lui a tendu une rose blanche. Il l'a prise, l'a regardée longtemps, puis l'a serrée contre sa poitrine. Sur le podium dressé place Poilers, personne n'a pris la parole. Pas de discours, pas de promesses, juste 1 minute de silence qui a duré une éternité. 300 000 personnes, immobiles, les yeux fermés, en train de pleurer un pays entier. Parce que ce n'était pas seulement pour Zoé, pas seulement pour les autres victimes de Marc, c'était pour tous les enfants qu'on n'avait pas protégés, pour toutes les portes qu'on n'avait pas ouvertes, pour tous les cris qu'on n'avait pas entendus. La Belgique pleurait sa propre faillite. Le procès a commencé 6 mois plus tard. Marc est entré dans la salle d'audience menotté, la tête baissée, le visage fermé. Il n'a jamais levé les yeux vers les familles. Il n'a jamais demandé pardon. Quand le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, il a murmuré « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est tout. » Michel a témoigné, les mains tremblantes, la voix brisée. « Je savais, oui, je savais, mais j'avais peur, j'avais trop peur. » Les avocats des familles l'ont déchiqueté. Vous étiez libre, vous auriez pu appeler, vous auriez pu ouvrir cette porte, vous avez choisi de ne rien faire. Elle a hoché la tête, les larmes coulant en silence. Oui, j'ai choisi, et je vivrai avec ça jusqu'à ma mort. Marc a été condamné à perpétuité. Michel a 15 ans pour non-assistance à personne en danger et complicité. Les 3 gendarmes suspendus ont été acquittés, parce que juridiquement, ils n'avaient rien fait de mal. Ils avaient suivi la procédure, ils n'avaient pas de mandat pour forcer la porte, ils avaient fait leur travail. Mais tout le monde savait que c'était faux.
Parce qu'un travail bien fait, ça ne laisse pas mourir des enfants à 5 mètres de ses pieds. Après le verdict, Claire est sortie du tribunal sans un mot. Les journalistes ont essayé de lui parler, de lui poser des questions, de lui demander ce qu'elle ressentait. Elle les a ignorés. Elle est montée dans sa voiture, a roulé jusqu'au cimetière, s'est agenouillée devant la tombe de Zoé. « Pardon », a-t-elle murmuré, la main sur la pierre froide. « Pardon de ne pas avoir crié assez fort. Pardon de ne pas avoir défoncé cette porte moi-même. Pardon. » Elle est restée là jusqu'à la nuit. Aujourd'hui, la maison de la rue des Peupliers a été démolie. À sa place, il y a un petit square avec un banc blanc et une plaque. En mémoire des enfants oubliés, pour qu'on n'oublie jamais. Personne ne s'assoit jamais sur ce banc. Les gens passent, baissent les yeux, accélèrent le pas, comme si l'horreur était encore là, enfouie sous le béton. Claire vient une fois par an, le jour de la disparition de Zoé. Elle pose des roses blanches sur le banc, reste debout quelques minutes, puis repart. Elle ne pleure plus, elle n'a plus de larmes. Elle porte juste son fardeau, jour après jour, comme des milliers d'autres parents qui ont perdu un enfant parce que quelqu'un, quelque part, n'a pas ouvert une porte. La petite fille qui a survécu vit maintenant sous un autre nom, dans un autre pays. Elle refuse de témoigner, refuse de parler de ce qui s'est passé. Elle a dit une seule fois à un psychologue, 10 ans après, « Je les entendais, au-dessus. Ils marchaient, ils parlaient, et ils ne sont jamais descendus. » Marc est mort en prison en 2004, crise cardiaque. Personne n'est venu à son enterrement, pas même Michel, qui purge toujours sa peine et qui répète depuis 20 ans la même phrase. « J'aurais dû ouvrir cette porte. » Mais elle ne l'a pas fait, et Zoé est morte. L'histoire de la Belgique s'est écrite ce jour-là sur les pavés de Bruxelles, en blanc, en silence, en larmes. 300 000 personnes qui marchaient pour dire une seule chose, plus jamais. Mais on sait tous que ça arrivera encore, parce qu'il y aura toujours des portes qu'on ne veut pas ouvrir, des cris qu'on ne veut pas entendre, des enfants qu'on oublie de sauver, et des mères qui resteront debout devant des tombes en se demandant pourquoi personne n'a écouté.